Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans l'entretien politique de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui le président honorable Cabral Libye. Bonjour, président honorable. Bonjour à vous, Monsieur Tenda, et félicitations pour cette progression professionnelle qui est apparente Félicitations à vous également, votre président. magistère au travers de ce studio, de ce média. Oui. Et la responsabilité que vous incarnez à la tête de ce média. Je ne peux que vous adresser mes voeux de succès. Merci infiniment. Vœux de succès également pour vous. Je rappelle que vous êtes depuis plus de 7 mois aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Cameroun et à la tête du parti PCRN depuis le 11 mai 2019. Voilà. Nous l'apprenons à l'instant. Cabral, le président de la République, Paul Biya, vient d'ordonner la suspension des taxes sur le téléphone. Comment accueillez-vous cette information? Nous avons accueilli l'information avec satisfaction. Oui. Nous avons le sentiment que notre combat a été écouté, que notre interpellation a été écoutée par celui qui dirige le Cameroun. Parce que nous l'avons dit, une fois que nous avons été au courant de l'intention qu'avait le gouvernement de faire entrer en vigueur le 15 octobre 2020 l'imputation de la taxation du téléphone de contrebande sur le consommateur qu'est le citoyen camerounais. Donc nous avons trouvé cela injuste, inique, inopportun, illégal, clientéliste et malsain, socialement désastreux pour le citoyen qui a le sentiment d'être abandonné par l'État. C'était vécu comme d'abord une sorte d'acharnement sur le pauvre citoyen. Et surtout, et c'est ça le plus choquant dans l'affaire, c'est que l'État, par l'occasion, faisait l'aveu de son incapacité, de son impuissance à traquer la contrebande. Alors qu'il y a en son sein un programme, d'ailleurs, chèrement financé, qu'on appelle Halte au commerce illicite. Donc nous trouvions cela malsain, qu'un État se montre aussi et autant impotent pour protéger son espace économique. Donc nous avons maintes fois, nous avons décidé d'interpeller le président de la République, d'interpeller l'opinion. Nous ne nous contentions pas de contester cela ou de contester cela, mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons argumenté, nous avons démontré en quoi c'était illégal. Oui, mais d'aucuns disent que vous faites là, en ce moment, de la récupération politique, étant donné que vous êtes certes monté au créneau pour dire que cette décision n'était pas une très bonne décision, et aujourd'hui que le président de la République semble vous donner raison, on dit que vous voulez vous accaparer de cette affaire, et que en fait c'est la victoire des réseaux sociaux et non du PCRN, comme semble le faire croire certains de vos militants sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, nous n'avons jamais dit nulle part que nous étions les seuls à mener ce combat. Je crois qu'il y a d'ailleurs, puisque vous parlez des réseaux sociaux, une très bonne initiative qui a participé très fortement, l'initiative #EndTaxPhone, je crois, qui a fait fureur dans les réseaux sociaux. Donc nous n'étions pas les seuls. Je crois qu'il y a eu d'autres leaders politiques, comme le président national du PCRN, qui sont montés au créneau. Il y a eu d'autres personnes, d'autres citoyens, d'autres personnes publiques dont la voix compte, qui sont montés au créneau. Mais nous parlons de ce qui nous concerne. Nous vous disons ce que nous avons fait. Vous pensez nous avons convoqué la presse, nous avons été dans la presse. Être avant-gardiste, j'en sais rien. De toute façon, lorsque nous avons été au courant de ce que l'État projetait, nous sommes montés au créneau pour dire non, non et non. Maintenant, ce non a été entendu par le président de la République. D'ailleurs, il faut préciser que nous ne nous arrêtons pas là. Parce que cette annulation est en fait un ajournement. Un ajournement. Tout à fait. Mais ce qui est annulé, c'est l'entrée en vigueur au 15 octobre. Justement parce que la note du président ordonne au secrétaire général des services du Premier ministre de soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Faut-il redouter, Cabral, l'annonce d'un autre moyen plus subtil que celle des taxes pouvant toucher le consommateur direct? Mécanisme subtil, grossier, tout ce que vous voulez, la douane est dans son droit. Le rôle de la douane, c'est de percevoir les droits de porte. C'est-à-dire que chaque fois qu'un produit importé, c'est-à-dire qu'il n'est pas produit
il n'est pas manufacturé sur le territoire camerounais, rentre dans le territoire économique camerounais, la douane, c'est sa mission, doit percevoir les droits de porte. Il faut préciser d'ailleurs que le rôle de la douane, c'est même pas de percevoir de l'argent pour le budget. C'est pas ça le rôle principal de la douane. La douane ne crée pas des recettes. C'est pas son travail, ce sont les impôts qui font ce travail. Vous verrez même que dans certains pays, comme les États-Unis, sont des grands pays, les droits de douane sont particulièrement dérisoires. Parce que les États-Unis promeuvent en dehors des produits qui sont interdits justement pour protéger le territoire. Donc, quand vous traversez la douane américaine, par exemple, il y a des produits qui ne doivent pas entrer aux États-Unis. Donc, si on vous attrape, d'ailleurs, dès l'avion, vous êtes informé de ce qui pourrait vous arriver. Mais pour tout le reste, les droits de douane sont dérisoires parce qu'on encourage d'ailleurs les gens à aller investir sur le territoire américain. Donc, la douane est un levier de protection d'un espace économique. Dans notre cas, le téléphone portable est un produit d'importation. Absolument. Et ce téléphone doit faire l'objet de droits de douane. Et la douane, c'est sa mission. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que, d'ailleurs pour revenir à votre question, lorsque le président de la République demande donc à son gouvernement de porter à son attention un mécanisme plus approprié, plus subtil, ben, c'est tout à fait normal. C'est que le président est même en train de leur dire, écoutez, vous avez raison de penser à taxer le téléphone. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Le téléphone importé au Cameroun a toujours été taxé. Sauf que effectivement, c'est une niche fiscale insuffisamment exploitée, selon les dires du gouvernement. C'est pour cela qu'ils sont en train d'essayer de trouver des mécanismes qui permettent une meilleure captation, en tout cas une captation optimale des droits sur ce produit importé qu'est le téléphone. Parce que, semble-t-il, beaucoup de téléphones se retrouvent, des millions de téléphones se retrouvent en circulation sur le territoire camerounais sans que ces téléphones aient été considérés, en tout cas, aient franchi la ligne douanière avec les droits qui vont avec. Alors, ça veut donc dire que des millions de téléphones sont au Cameroun par la voie de la contrebande. Ce sont donc des produits de contrebande. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord combattre cette contrebande avant de vouloir imposer une quelconque taxe aux Camerounais? Ben c'est donc là la mission de la douane. Comment ça se fait que des produits d'importation se retrouvent dans un volume impressionnant en circulation sur le territoire camerounais? Ça veut dire que la douane ne fait pas son boulot. Ça veut dire que la douane ne fait pas son boulot. Ça veut dire deux ou trois choses. Ça veut dire que la douane le sait, mais laisse faire. Ou alors, la douane ne le sait pas. Et dans la première hypothèse, la douane le sait et laisse faire, ça veut dire qu'il y a soit exonération, soit corruption. Puisqu'elle se montre envieuse de capter de façon optimale les droits de douane. Ça veut dire que, en réalité, elle ne laisse pas faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est donc poreuse, notre douane. Et où se trouvent donc ces ouvertures? Pourquoi elle est poreuse? Est-ce qu'elle est poreuse parce qu'elle n'a pas suffisamment de personnel? Est-ce qu'elle est poreuse parce que le personnel est corrompu? Auquel cas on penserait donc que la douane commence à étouffer sérieusement de sa propre corruption. Moi je n'en sais rien, je n'ai pas mené une étude de fond là-dessus. Ce que moi je suis en train de dire en tant que leader politique, en tant que président d'un parti politique qui a pour ligne, qui a pour vision, qui a pour leitmotiv l'humain au centre de toutes les préoccupations, je leur dis, faites votre travail. Le rôle de l'État, c'est de protéger le citoyen. Le rôle de l'État, c'est de protéger le territoire camerounais. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens camerounais des importateurs de téléphones qui, eux, payent la douane. Parce qu'il faut prendre aussi cette affaire sous cet angle-là. C'est qu'il y a des citoyens camerounais qui, eux, sont des importateurs sérieux, qui payent la douane, qui s'acquittent de toutes les charges et dont la marchandise, dont, en réalité, qui font face à une sorte de concurrence déloyale de la part des contrebandiers qui inondent le territoire camerounais de téléphones, qui n'ont pas payé la douane et qui coûtent parfois un peu moins cher ou autant. C'est pas normal. Et le rôle de l'État est de les protéger. Alors, au lieu que l'État trouve le moyen de protéger ces personnes-là, l'État vient imputer cela sur le citoyen, avec tous les surcoûts que cela va amener. D'ailleurs, ce n'est peut-être plus le lieu de revenir là-dessus, hein, puisque maintenant, la réflexion viendra plus tard. Mais je dis encore, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, vous ne pouvez pas, parce que le téléphone, ce n'est pas un produit homologué.
en tout cas qui fait l'objet d'homologation des prix. Tout à fait. C'est toujours dans le champ de la liberté de commerce et d'industrie. Donc ceux qui vendent l'illusion ou vendaient l'illusion, je conjugue au passé maintenant, que le téléphone baisserait, tout le monde sait que c'est faux. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi il y a une entreprise ténébreuse? Je donne là des éléments qui doivent meubler la fameuse réflexion de fond à laquelle appelle le chef de l'État. Cette fameuse entreprise ténébreuse, qui est en fait un élément du plus, qui vient conforter l'idée qu'il y a un réseau clientéliste au Cameroun qui prend pied. Et je le dis notamment à la faveur, j'étais à Douala, il y a quelque temps, j'avais été invité au launch du Mont Mandara au port pour le dragage. C'est-à-dire que le Cameroun, depuis 30 ans, sous-traitait cette affaire. Maintenant, nous avons acquis des équipements qui vont nous faire des économies de plus de 75 milliards l'an. Mais on se demande toujours pourquoi, lorsqu'il faudrait même collecter cette taxe, pourquoi c'est une entreprise ténébreuse qui le ferait? Pourquoi le Cameroun ne peut pas acheter, si c'est une technologie, l'acheter tout simplement? Tout simplement, oui. Donc le Cameroun se montre aussi incompétent en la matière. Non, c'est pas possible. Je crois même qu'on devrait avoir honte de mener ce genre de débat. Ceux qui nous regardent à l'étranger se disent, mais c'est pas possible. Est-ce encore ils se foutent probablement de notre gueule. Encore un État? Donc moi je dis, ceux qui disent que nous récupérons, non, bien au contraire, nous sommes à féliciter, parce que nous ne sommes pas entrés de façon opportuniste seulement dans ce débat. Non, nous l'avons enrichi par des arguments, par des réflexions. Nous avons même proposé d'autres niches fiscales. Lors de notre récente conférence de presse, nous avons proposé plus d'une dizaine de niches fiscales à l'État du Cameroun. Vous voyez à quel point nous, j'ai même envie qu'on nous dise, dans ce débat qui a eu lieu, combien d'organisations structurées au Cameroun l'ont mené à une hauteur comme celle-là. Madame Cabal, vous avez affirmé que l'application de ces taxes constituerait un excellent motif pour organiser les marches et que vous n'attendiez que le signal d'une ONG pour vous aligner. Alors, est-ce que ces propos sont effectivement de vous? Si oui, étiez-vous sérieux comme vous le disiez? Absolument. Je dis, et je le redis encore, que cette injustice et cette iniquité était un excellent motif de marche. Et lorsque je l'ai dit en comparaison avec les autres types de marches qu'il peut y avoir, de manifestations publiques sous forme de marche. Et j'expliquais aux journalistes que lorsque les marches sont appelées sous une optique politique, de renversement du pouvoir, des questions d'élection, c'est particulièrement clivant dans une société, puisque de toute façon, si c'est un leader politique qui appelle à marcher contre un pouvoir, vous êtes d'accord avec moi que les partisans du pouvoir ne vont pas s'aligner derrière la marche, et qu'on peut avoir donc dans la société des débats contradictoires, controversés, et parfois qui brouillent même le signal. Mais sur cette question bien précise, la question de cette iniquité, de cette fameuse taxe clientéliste, tous les Camerounais de tous bords politiques, de toutes les couches, étaient ciblés. Mais pourquoi vous... C'était une injustice généralisée. C'est pour ça que je disais, vous, par exemple, là, Cabral, c'est donc un débat qui est au-dessus des cloisons politiques, qui est au-delà des considérations politiciennes et qui touche toute la société. Mais pourquoi vous, en tant que leader de parti politique, vous ne donnez pas le signal pour des marches et vous attendez qu'une ONG donne afin de vous aligner? Parce que justement, en tant que président d'un parti politique, je pense que si c'est moi qui appelle à une marche, ça empoisonne la marche. Parce que ça donnera l'impression que c'est un parti politique qui est à la faveur d'un débat social, est en train de vouloir donc récupérer et faire une sorte de recrutement. On pourrait penser que tous ceux qui viendraient à cette marche sont soit militants, soit sympathisants du PCRN. C'est pour ça que j'ai souhaité et proposé que ce soit une organisation de la société civile réputée politiquement neutre, qui, ça pourrait être une ONG de protection des consommateurs, il y en a au Cameroun. D'ailleurs, vous avez évoqué ma collègue députée et camarade du PCRN, Roland ici, qui est aujourd'hui président d'une ONG de protection des droits de consommateurs. Il y a M. Kamgen Kamse, qui lui aussi est le président d'une organisation de protection des droits de consommateurs. Et il y a d'autres organisations, enfin, que je connais, je maîtrise moins, qui auraient donc pu se saisir de cette opportunité et demander aux citoyens camerounais de manifester, non pas contre un pouvoir, non pas contre un individu, mais contre une mesure socialement désastreuse. Et je crois que le message a été très bien entendu par le président de la République, qui n'a pas voulu d'une situation sociale explosive et a donc anticipé pour y mettre fin. Et je le dis encore, nous le saluons et nous l'apprécions. Merci infiniment. Je propose qu'on marque une pause, Cabral. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien, juste après cette page publicitaire.
Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape Up. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité, le président honorable Cabral Libby du PCRN. Alors, il y a 7 mois, Cabral, le PCRN a fait son entrée au Parlement camerounais. Quel est à ce jour le bilan que vous, en tant que président de cette formation et député, pouvez dresser de vos activités? Alors déjà, à l'Assemblée nationale, il y a eu une session. Oui. Enfin, il y a eu la session de plein droit et puis il y a eu la session, je crois, parce que là, nous irons... Non, il y a eu 2 sessions déjà, je crois d'ailleurs. Enfin, je commence même à oublier. Oui. Il y a eu la session de mars, puis il y a eu la session d'avril-juin, je crois. Et puis maintenant, nous allons bientôt vers la session de fin d'année qui est la session budgétaire. Oui. Donc, pendant ces 2 sessions, dans le cadre du travail parlementaire, parce qu'il faut savoir ce qui se fait lors d'une session, oui. Ce qui se fait principalement lors d'une session, c'est la votation des lois. Les projets de loi arrivent ou les propositions, oui. Mais dans notre cas c'est généralement les projets, parce qu'il faut aussi expliquer qu'on parle de projets de loi quand ça émane de l'exécutif et de propositions quand ça émane des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Bon, dans le cas du Cameroun, c'est souvent rare les propositions, et puis de toute façon nous au PCRN, nous n'en avons pas déposé, et même étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, donc en tant que secrétaire, dont je fais partie de ce qu'on appelle la conférence de présidents, c'est-à-dire l'instance sur la table de laquelle toutes les propositions et projets de loi sont déposés. Donc nous n'avons pas reçu de propositions. Par contre, nous avons reçu plusieurs projets de loi et nous avons fait notre travail de les critiquer, de les amender, en tout cas de proposer de les amender. Mais vous savez que vous pouvez mener un travail intellectuel de critique, un travail intellectuel de proposition d'amendement, un travail intellectuel de proposition de rectification, mais dans le cadrage de l'Assemblée nationale, en tout cas le cadrage des majorités, le jeu des majorités de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit de voter, si vous êtes minoritaire, aussi pertinente soit votre proposition, elle ne va pas prospérer, ce qui est arrivé. Donc le premier bilan, il est celui-là, celui de nos propositions. Elles ont été particulièrement, que ce soit, je peux prendre quelques cas, la loi par exemple sur les associations culturelles, je peux prendre la loi sur les forêts, je peux parler du débat d'orientation budgétaire avec ces échanges parfois houleux que j'ai pu avoir avec certains membres du gouvernement. Donc, nous au PCRN, nous l'avons dit. C'était une de nos promesses de campagne. Nous n'avons pas la faveur du nombre. Oui. Mais nous sommes en train de nous battre pour avoir la faveur de la pertinence du travail parlementaire qui est, il faut le dire d'abord, un travail intellectuel. Malgré la majorité obèse du RDPC à l'Assemblée nationale, vous avez l'impression d'être écouté? Absolument. Et vous dites bien, vous employez le bon terme, c'est écouter. C'est que quand je parle, vous opinez de la tête des fois. Oui. Donc cela marque parfois votre approbation ou votre attachement à ce que je dis. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a ces indicateurs qui sont apparents. Il y a des débats de couloir. Donc nous soulevons des problématiques. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de l'annulation de l'entrée en vigueur d'une loi unique, enfin d'une mesure unique. Écoutez, nous avons, je me souviens à l'Assemblée nationale, soulevé le débat, par exemple, sur la forêt des Baux, qui allait faire l'objet d'une classification. Et puis, nous avons interpellé le ministre là-dessus, qui a donné ses explications, mais quelques temps après, nous avons bien vu que le président de la République avait ordonné un rétropédalage sur le fondement, non seulement, et là, ce n'est plus véritablement le travail au sein de l'Assemblée, mais un travail de contrôle de l'action du gouvernement, parce qu'en marge de ce que nous avons dit à l'Assemblée, nous lui avons adressé un courrier où nous lui disions la désapprobation du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'égard de ce qui était projeté. Maintenant, on va encore dire que quand je dis que nous avons été écoutés, c'est une récupération, mais les gens peuvent toujours apprécier comme ils veulent. Nous travaillons pour le peuple camerounais. Lorsque nous sommes montés au créneau et que nous avons interpellé et que cela a été écouté, nous sommes heureux d'avoir fait notre job et d'avoir porté les attentes
du peuple camerounais. Et de ce point de vue, nous n'avons toujours pas failli. Dans l'opinion, vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, il y a un débat autour de vous, Cabral, autour de votre personne. C'est celui de savoir si Cabral Liby a dealé avec le gouvernement camerounais, le gouvernement de M. Biya. Parce que beaucoup disent que vous avez fait un deal avec ce gouvernement. La preuve, ils prennent pour prétexte, par exemple, l'entrée de l'honorable Ngo ici, au Conseil de la magistrature suprême, et vous aussi rapidement vous arrivez à l'Assemblée nationale, plein feu sur vous, sur les projecteurs, vous êtes dans pratiquement l'équipe décisionnelle à l'Assemblée nationale. Est-ce que Cabral Liby a eu un deal quelconque avec le RDPC ou alors avec le gouvernement en place? Alors, si ce sont les arguments que vous venez d'évoquer qui sont convoqués au renfort d'une telle allégation, alors ceux qui promeuvent ces arguments, je préfère le dire sans embâche, manquent d'intelligence. Je trouve que c'est de très bas niveau. Vous savez, lorsqu'on est un leader politique de l'Akabi, que j'ai la prétention d'être, penser que c'est ce type de deal que je peux faire, c'est même insulter mon intelligence, en réalité. Et bon, moi, ça m'amuse, parce que le jour qu'il pourrait m'arriver de dealer, croyez-moi, je ferai des deals qui, même lorsqu'ils seraient contestés, seraient respectés. Sur ce que vous venez de dire, oui, cela rentre dans le b.a.-ba du fonctionnement institutionnel. À l'Assemblée nationale, la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que c'est une loi, précise que lorsqu'il faut constituer le bureau de l'Assemblée nationale, c'est un bureau de 23 membres. Oui. Il faut que la constitution de ce bureau respecte la coloration de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que, bien qu'un parti politique ait eu à chaque fois une majorité obèse, vous verrez que depuis que l'Assemblée nationale existe, au Cameroun, tout au moins depuis 1992, enfin, je parle de la nouvelle formule multipartiste, parce qu'en fait, la plus vieille institution constitutionnelle camerounaise est l'Assemblée nationale, hein, si on parle de l'ALCAM, de l'ATCAM, ainsi de suite. L'ALCAM, ARCAM, ATCAM. Mais pour revenir à la configuration post-multipartisme, post-avènement multipartiste de 1992, il y a toujours eu à l'Assemblée nationale des partis d'opposition. Non pas tant parce que ces partis politiques avaient gagné quoi que ce soit, parce que si vous allez au vote uninominal à l'Assemblée nationale, seuls les candidats du RDPC pourraient gagner. Tout à fait. Parce qu'ils ont la majorité du collège électoral. Mais comme la loi oblige que la constitution du bureau épouse la coloration de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que ce bureau est toujours matiné de représentants d'autres partis politiques représentés. La législature précédente à la nôtre, il y avait le SDF, il y avait l'UNDP, il y avait l'UDC, je crois, et je ne sais plus. Dans celle-ci, il y a le SDF, le PCRN, l'UDC. Il y a le parti de M. Tiroma, le FSNC, il y a le MDR de M. Dakole Daïsala. Voilà. Alors, est-ce que tous ces partis politiques ont fait des deals? Non. Simplement parce que lorsque le parti dominant est en train de constituer le bureau, il est obligé au regard de la loi d'y injecter les autres partis politiques. J'ai même envie de dire à sa guise, puisqu'il est dominant, il décide de ce qu'il vous donne. C'est comme ça qu'on nous a informés. Même quand vous entendez qu'il y a élection, en fait l'élection c'est généralement l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et encore que là, c'est même une élection elle-même qui est un peu factice, puisque une fois que le parti dominant a un seul candidat, en fait, même s'il y en avait en face, on connaît évidemment l'issue de tout cela. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, je balaie ça du revers, mais c'est quand même une opportunité de pédagogie pour ceux qui se laissent aller à ces facilités-là. Par exemple, pour Roland Ngo ici, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, ce que je vous ai donné tout à l'heure, qui concerne, ce que je vous ai indiqué, qui concerne la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, est une sorte de coutume parlementaire. Donc chaque fois que le Parlement est présent dans une institution, c'est-à-dire là on sort même du Parlement, est présent dans une institution, les postes qui sont dévolus au Parlement obéissent généralement à la même coutume. Parce que les textes qui régissent par exemple le Conseil supérieur de la magistrature parlent de représentants élus de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il doit y avoir une élection préalable à l'Assemblée nationale, à l'issue de laquelle sont donc désignés
ceux des députés qui vont y siéger. D'ailleurs, j'ai suivi un débat avec justement ma collègue Roland Goïssi sur un plateau de télévision avec un enseignant d'université qui lui disait, ben non, il n'y a pas eu élection, et comme il n'y a pas eu élection, donc vous êtes dans l'illégalité, Vous voulez parler du professeur Nkoumando? Oui, je crois, c'est lui, c'était le professeur Nkoumando. Donc je craignais de le confondre avec un autre, mais c'était bien lui. Oui. Mais en réalité, on comprend bien que c'est parce qu'il n'a peut-être jamais été élu député qu'il le disait. Il ne comprend pas les mécanismes. Oui, mais lui, il avait une posture mais totalement compréhensible d'enseignant, c'est-à-dire de quelqu'un, mais peut-être aussi d'enseignant d'une époque qui est en train d'être révolue, c'est-à-dire on ne se contente pas seulement de réciter devant les étudiants ce qu'on a lu, oui, mais on peut aussi le confronter à la réalité pour voir comment cela est appliqué. À la vérité, comme je vous l'ai dit pour le bureau tout à l'heure, lorsqu'il faut donc désigner 4 ou 5 députés qui doivent aller au Conseil supérieur de la magistrature, il est clair que si vous organisez une élection comme les textes disent, oui, à l'Assemblée nationale, uninominale et neutre, il est évident que ce sont toujours les candidats du même parti politique qui vont être élus. Donc, plutôt que d'aller, mais vous savez que même quand la loi parle d'élection, vous pouvez aller en salle et ne pas faire d'élection. On parle alors d'élection par consensus ou par acclamation, si seulement il se trouve qu'il y a un seul candidat. Oui. Donc, dans ce cas-là, plutôt que d'organiser des élections, ben, il est évident pour tout le monde qu'on gagne en temps et on se dispense de tracasseries en se concertant. Et on dit donc, voilà, on a tel nombre de places dévolues à l'Assemblée nationale, comme il faut respecter la coloration, voilà, vous du PCRN, voilà, vous avez une place, patati patata, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais Cabral, est-ce que si vous avez dîné, vous allez le dire sur un plateau de télé? Ben, écoutez, d'abord, il faut savoir ce qu'on met dans un deal. Enfin, à moins qu'on vous empruntiez cela à la mafia sicilienne ou je ne sais trop quoi. Non, la politique que fait le PCRN, ce n'est pas une politique de deal. Non, le deal que nous faisons, c'est notre projet de société avec les citoyens camerounais. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Donc pour nous, c'est encore une fois de plus insultant de penser que lorsque nous sommes... Je comprends que souvent ceux qui le disent sont les militants de partis politiques dont les leaders ont souvent dealé par le passé. Donc je comprends. Vous savez... On dit toujours c'est le cœur du bandit qui tremble. Donc lorsque on est par exemple militant d'un parti politique dont le leader a dealé par le passé et même s'il a renoncé à ses deals, on soupçonne ceux qui sont de l'autre côté de faire comme le leader derrière lequel on s'aligne après qu'il se soit repenti. Mais je ne cite aucun parti politique, mais enfin, vous pouvez vous-même analyser l'échiquier politique camerounais. Donc je veux dire que pour le PCRN, cela n'a jamais figuré dans notre agenda de faire quelque deal que ce soit avec nos concurrents politiques. Parce que nous sommes en compétition. Nous avons une offre politique. Ceux qui doivent sanctionner les offres et accorder la majorité dans des cadres précis que sont les élections, ce sont les citoyens camerounais. C'est pour ça que nous n'avons de cesse de travailler pour que ceux qui doivent décider soient en plus grand nombre. C'est pour ça que nous travaillons sur les inscriptions sur les listes électorales, justement, pour que le nombre de Camerounais qui doit décider le moment, le cas échéant, soit le nombre de Camerounais soit élevé. Oui. Mais au-delà de cela, nous voulons qu'il soit davantage éclairé. C'est pour ça que le PCRN fait beaucoup de travail de pédagogie. Mais Cabral, que parfois on qualifie de récupération, ce que nous avons fait sur la taxation du téléphone. Entre un peu dans l'organisation des prochaines régionales qui arrivent au Cameroun. Le président de la République a convoqué les corps électoraux pour le 6 décembre prochain. Le PCRN ira-t-il au régional? Bien sûr, nous avons cette liste. Si oui, est-ce que vous pensez qu'il urge d'aller à ces élections sans résoudre la question de la crise anglophone, également revoir le code électoral? Alors, si l'existence de crise ou oui, la persistance de crise sur une partie du territoire devait justifier la caducité de toute élection, ben, il n'y aurait donc pas eu d'élection présidentielle. Par exemple, tout simplement en 2018. Parce qu'en 2018, il y avait 2 crises qui frappaient durement le Cameroun. Une au septentrion, oui, avec Boko Haram, oui, qui avait déplacé complètement des villages entiers, voire des arrondissements, des communes entières, qui étaient donc incapables de voter. Et la crise anglophone, qui n'était pas qu'à ses débuts. Je me rappelle même que déjà à l'élection présidentielle, moi qui étais allé... Pendant la campagne, vous avez Moi qui suis allé à Batibo, je le rappelle encore, on était même encore en pré-campagne, j'ai risqué ma vie
Tout à fait. Et je crois même avoir été le seul candidat à l'élection présidentielle à avoir osé y aller. On est d'accord. Mais ça aurait pu justifier aussi qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle. Mais justement, nous sommes de ce côté-là. L'État, qu'il s'appelle Cameroun, Gabon, Guinée ou États-Unis ou ailleurs, ne doit jamais courber les chines. Les institutions doivent fonctionner. L'État doit travailler. Les choses doivent se faire. Parce que sinon l'État s'effondrerait et ça créerait un très mauvais précédent. En revanche, ce que nous reconnaissons, c'est que ces crises, malheureusement, perturbent souvent le processus électoral au point que l'expression du suffrage ne puisse pas se faire de façon égalitaire sur toute l'étendue du territoire. Comme je vous l'ai dit, cela concerne et la présidentielle, et les législatives, et les municipales, et probablement aussi les régionales qui vont se tenir. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. D'ailleurs, c'est d'autant plus... ce qui vide même de toute pertinence, et je le fais parce que je vous respecte, le débat concernant la non-tenue des élections parce qu'il y a crise, ce qui vide cette question de toute pertinence, c'est que ceux qui le demandent étaient à l'élection présidentielle. Naturellement. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez à une élection pendant qu'il y a une crise, puis vous décidez de ne pas aller à la prochaine à cause de la même crise, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez le droit d'aller ou de ne pas aller. Mais vous commencez à accuser ceux qui y vont d'être complices et parfois même auteurs de la crise. C'est absolument ubuesque. En fait, il faut avoir le cerveau un peu en voyage pour y accorder le moindre crédit. Il est clair que tous les Camerounais œuvrent, et moi le premier, c'est pour ça que je suis allé à Batibo, pour que nous sortions de crise. Parce que justement, ceux qui parlent de cette crise, qu'ils y aillent, comme j'y étais. Moi je suis allé... Attendez. Nous sommes allés lorsqu'une opportunité de discussion a été créée, le grand dialogue national, dont les modalités d'organisation ne nous satisfaisaient pas. Nous avons été parmi les premiers à le dire. Mais nous y sommes quand même allés parce que la paix n'a pas de prix. Nous l'avons dit à l'époque. Chaque fois qu'il faut œuvrer pour trouver la paix, pour restaurer la paix, il faut y aller. Malgré les scories et autres pesanteurs qu'il peut y avoir. Nous étions au grand dialogue national, nous avons fait des propositions dont le retentissement demeure, et même peut-être de plus en plus grandissant. Le fédéralisme communautaire, dans, les stratégies pour les IDPs, les Internal Displaced Persons, ainsi de suite, les questions de diaspora. D'ailleurs, le PCRN, lors de ce grand dialogue national, avait publié tout un document, fruit d'un travail de concertation interne de près de 50 pages, en termes de propositions. Nous y sommes allés. Nous disons, à l'issue de ce grand dialogue national, il a été arrêté. Je n'étais pas forcément d'accord. La question du statut spécial qui figure d'ailleurs déjà dans la Constitution. Je suis encore aujourd'hui en train de dire, une opportunité se présente de faire en sorte que ce statut spécial, qui a été arrêté, pas forcément par moi, mais par d'autres, comme étant une solution de sortie de crise, une opportunité se présente donc pour que cette solution voie le jour. Cette opportunité s'appelle élection régionale. Parce que tant qu'il n'y a pas eu d'élection régionale, il ne peut pas avoir mis en place du statut spécial. Nous disons donc, allons-y, donnons-nous encore une chance, même si elle est infime, même si elle est insignifiante, mais elle demeure quand même une chance. Allons-y, expérimentons cela et on va voir ce que ça peut donner. Pour cette raison, d'ailleurs il est paradoxal que ceux qui vous disent qu'ils tiennent tant à ce qu'on sorte de crise sont les premiers à s'opposer à la petite chance qui pourrait constituer une sortie de crise. Une fois encore, comme je vous l'ai dit, il faut avoir le cerveau un peu déplacé pour y accorder le moins de crédit. Vous avez tendu une superbe perche, je vais la tenir. Alors le 22 septembre dernier, déjà dites-nous ce que vous pensez des libertés au Cameroun, parce que le 22 septembre dernier, plusieurs manifestants de l'opposition ont été arrêtés à la suite d'une marche organisée par le MRC et d'autres partis politiques de l'opposition alliés à cette marche. Est-ce que le PCRN a été convié à prendre part à ces marches? Non. Autant que je me souvienne, en tant que président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, je n'ai jamais reçu d'invitation à participer à une marche. Est-ce que si on vous invitait à ces marches, le PCRN devait venir? Écoutez, les marches sont des manifestations publiques. Oui. Donc, tout à l'heure, on parlait de marche dans cette émission. Nous n'avons même pas attendu d'y être invités. Pour la petite marche nous avons demandé à être invités. Je l'ai dit tout à l'heure, ça vous renseigne sur la disposition du PCRN à participer à des manifestations publiques qui permettent de protéger le citoyen camerounais, de défendre les droits du citoyen camerounais. Donc évidemment, nous sommes ouverts à toute forme de proposition tant qu'on se concerte et que nous regardons dans la même direction. Mais voilà, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Donc en même temps, l'opposition n'est pas un parti politique. Je crois qu'il y a cette erreur qu'on commet tout le temps.
de penser que tous les partis qui n'exercent pas le pouvoir sont de la même famille. Mais non, mais non. Chaque parti politique au Cameroun a son fonctionnement, sa vision, son agenda, sa feuille de route, son idéologie. Oui. Aucun parti politique n'est à la remorque ou à la solde d'un autre parti politique. En revanche, des actions convergentes peuvent être menées par des partis politiques. Cela passe donc, si on part du postulat basique que dans le règne des êtres humains, parce que dans le règne des animaux, vous savez, le lion peut rugir et les autres par peur se mettent à le suivre. Dans le règne des poissons, bon, il peut y avoir un courant de poissons maquereaux qui passe, peut-être un goujon ou, je ne sais pas trop, un tilapia oisif, se dit, ben, tiens, si les maquereaux vont dans un sens, ben, j'y vais aussi. Mais dans le règne des humains, où on crédite quand même toute personne bipède, d'un cerveau aussi au-dessus de tout cela, dans lequel tourne un petit cerveau, qui lui permet de prendre une direction réfléchie, si on veut associer des gens à quelque chose, mais le moindre respect pour cette matière qui tourne là-dedans voudrait qu'on leur dise, voilà une proposition que nous vous faisons, que vous preniez la peine d'écouter aussi les autres et qu'ensemble vous élaboriez une solution commune, ou une direction commune, ou une stratégie commune. Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin, M. Romaric Tenda. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Focus Média Afrique. Avant, vous étiez dans un autre média. Naturellement. Maintenant que vous êtes à la tête de ce média que vous venez d'installer dans l'univers médiatique camerounais, eh bien, vous levez un matin et vous dites à tous les autres médias, écoutez, fermez les portes. Et venez, je vous recrute tous à Afrique Média Afrique. Focus Média Afrique. Focus Média Afrique, parce que c'est nous qui connaissons le journalisme. D'ailleurs, avant que nous on arrive dans le champ médiatique, vous ne faites pas. Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ah ben si ce n'est pas possible dans le journalisme, pourquoi pensez-vous que c'est possible en politique? Ou alors vous posez juste des questions complaisantes parce que vous êtes dans le rôle de celui qui pose des questions. C'est pour que l'opinion comprenne effectivement votre position. Je vous dis encore qu'il y a parfois des questions qui... Le seul fait même de le poser me pose problème. Alors dites-moi Cabral, on a, pour prendre le cas des membres du MRC qui ont été arrêtés, on a le professeur Kamto qui est jusqu'à présent assigné à résidence depuis le 21 septembre. On a son porte-parole Olivier Bibounissa qui a été arrêté, qui est en ce moment au camp Yaya Yaoundé. On a le professeur Alain Foguet qui est également beaucoup de cadres du MRC qui ont été arrêtés. Est-ce que d'après vous, il faut les libérer? D'abord, sur ce que vous venez de dire, oui. Le régime en place est constant. Et dans sa façon de faire, dans le mépris des droits de l'homme, dans le mépris des procédures, depuis 1990 au moins. Avez-vous souvent lu les rapports de Human Rights Watch, qui est une ONG internationale qui fait une évaluation du respect des droits de l'homme dans le monde entier. Vous savez, à chaque fois que le rapport de Human Rights Watch est publié, le gouvernement camerounais est toujours monté au créneau. Pour une riposte. Pour une riposte. Oui. Pour contester le classement qui lui est donné. Tout à fait. Souvent, ces rapports-là sont argumentés, sont illustrés. Parfois, c'est la même chose avec Transparency International. Vous savez très bien que même dans le cadre de l'opération Épervier, il y a beaucoup de personnes arrêtées dans ce cadre, le cadre de l'opération Épervier, qui ont saisi l'organisme onusien des droits de l'homme à Genève. Certains d'entre eux ont même déjà eu gain de cause. Vous savez quand même que dans ce pays, il y a des gens dont l'arrestation est jugée abusive. Tout à fait. Par les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Mais ces gens sont toujours en prison. Oui. Mais je vous rappelle que des rapports de ce type étaient déjà publiés quand le leader du MRC était membre du gouvernement. C'est-à-dire pendant qu'on reprochait à ce gouvernement la violation des droits de l'homme, il en était membre. Ça vous rappelle quand même quelque chose? Naturellement. Ben voilà. Donc, le premier à ne pas être surpris par ça, c'est bien lui-même. Parce que si vous revenez seulement en 2008, dans la ville de Douala où nous nous trouvons, vous savez ce qui s'était passé? Non. En termes de violation lors des émeutes de la faim, en termes de violation des droits de l'homme. Combien de jeunes Camerounais avaient été embastillés, arrêtés, séquestrés, des personnages politiques avaient été séquestrés à domicile dans cette ville de Douala, ça vous rappelle quelque chose? Naturellement, 2008. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. La fameuse grève de la faim. Quelqu'un qui ne pouvait pas être surpris par tout ça, c'est bien celui qui aujourd'hui subit ce que d'autres subissaient lorsqu'il était membre du gouvernement et dans un ministère qui est d'ailleurs en charge de la sauvegarde et de la protection des droits de l'homme. La justice. Le ministère de la justice. Donc, je continue à dire qu'il y a un dicton de chez moi qui dit, si dans la forêt, vous vous retrouvez 2 ou 3 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. C'est que vous êtes perdu. Donc,
Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ben, je suis en train de vous le dire. En politique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous tournez à chaque fois autour des mêmes choses, ça veut dire que vous êtes incapable de les dépasser. Donc, il y a une vérité presque mathématique au Cameroun. C'est que le régime en place est constant sur un certain nombre de choses. Et vous savez très bien que si vous posez tel acte, ce régime va vous opposer une riposte abusive de telle nature. Puisqu'ils l'ont fait sur d'autres avant vous, ils le feront sur vous. Et probablement sur d'autres après vous. La vraie question est celle du dépassement de cela. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui vous posez un acte en connaissance de cause, sachant très bien que lorsque vous allez le poser, le gouvernement va réagir de telle façon, parce que ce n'est une surprise pour personne, il a toujours réagi comme ça. La vraie question est, lorsque vous vous embarquez là-dedans, quel est votre plan? Si vous n'en avez pas, ça ressemble un peu à de l'aventure et même peut-être finalement à de l'amusement. Parce que si vous le faites, et donc, si vous le faites, juste pour que le gouvernement réagisse, comme il a souvent réagi, pour que les journalistes posent les mêmes questions, comme il les a souvent posées à ceux qui n'ont pas été arrêtés ou qui n'ont pas été participés. La question que vous me posez, je suis sûr que si je remonte sur vos précédentes émissions, je suis sûr que chaque fois que vous avez reçu un homme politique, parce qu'un gouvernement a posé des actes abusifs de violation des droits de l'homme, vous avez posé à chaque fois la même question. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous n'avez pas été là? Pourquoi vous n'avez pas été arrêté? Parce que vous êtes... Ben, je vais vous rappeler que moi qui vous parle, parce que vous êtes des leaders d'opinion, vous êtes des leaders de partis politiques et vous influencez nécessairement sur les vies. Je réponds à votre question. Oui. Comme j'ai répondu déjà par le passé, lorsque moi-même j'avais été séquestré en octobre 2018 à mon domicile, lorsque j'avais été empêché d'accéder à mes bureaux en octobre 2018 après la présidentielle par une escouade mixte, police, gendarmerie et anti-émeute, je redis donc devant vous ce que j'avais déjà dit à cette occasion-là. Oui. C'est-à-dire que je condamne avec la plus grande fermeté et la dernière énergie ces violations de droits de l'homme et j'appelle au respect scrupuleux des droits de l'homme. Je l'avais déjà dit. D'accord. Je l'avais dit d'ailleurs lorsque des personnages ou personnalités politiques avaient été arrosés un jour en vanne parce qu'ils essayaient de se réunir. Je l'avais déjà dit à l'époque. À l'époque, il ne s'agissait même pas seulement des militants d'un parti politique, c'était plusieurs leaders. Vous avez cité le professeur Kouvondo tout à l'heure, il y était. Donc nous sommes constants. Kawala aussi y était. Kawala aussi. Oui. Elle qui a souvent fait les marches de vendredi. Tout à fait. Certains vendredis, souvent beaucoup de ses partisans ont été arrêtés et puis libérés. C'est toujours des abus. Donc je veux dire que la vraie question n'est pas ce qui se pose, ce qui se passe envers vous, Romaric Tenda, ou envers moi, ou envers Maurice Kamtou, ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un acharnement sur un individu. C'est une pratique propre à ce gouvernement qui frapperait tout leader politique de l'opposition qui se comporterait d'une certaine façon. Donc la question pour moi fondamentale est celle du dépassement. Comment est-ce que les leaders d'opposition s'organisent pour qu'ils ne soient plus victimes de la même pratique? Quelle est la stratégie développée par les leaders politiques pour atteindre leurs fins, leurs objectifs, en contournant cette pratique bien connue? Voilà les vraies questions de fond que nous posons au PCF. Peut-être faudrait partager votre astuce avec les autres partis politiques de l'opposition. Ben, je suis heureux que vous le disiez. Je suis ouvert à partager la stratégie. Ah ben, ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème c'est que ce qui est absolument inacceptable, c'est que lorsqu'un parti politique a une approche, elle veut qu'au forceps, les autres la partagent. Donc, je respecte absolument un parti politique qui a pour approche manifester, se faire arrêter. Il a son plan. Tout comme je demande à ces partis politiques de respecter l'approche qui est la nôtre, qui est d'éviter de se faire arrêter. Donc, voilà. Et de jouer idéologiquement. De se faire arrêter lorsque cela correspond à une stratégie que je ne viendrai pas développer sur votre plateau. Naturellement, sortons de cet entretien Kabal par une dernière actualité qui semble vraiment vous tenir à cœur parce que après avoir ordonné la suspension de cette taxe sur les téléphones, pourquoi est-ce que vous insistez sur le fait qu'il faut que les nordistes rentrent dans leurs droits en ce qui concerne le concours de l'ENAM, le dernier concours de l'ENAM? Vous pensez que les nordistes ont été abusés dans le processus de répartition de l'équilibre régional en ce qui concerne ce concours? Heureusement que vous avez reformulé votre question, parce que tout à l'heure vous m'avez demandé pourquoi j'insistais pour que les nordistes rentrent dans leurs droits. Droit, ça faisait paradoxe avec la question précédente que vous m'aviez posée sur les droits de l'homme. Donc, il est évident que pour un leader politique tout court, ou un leader politique dont l'humain, qui place l'humain
au cœur de toutes les préoccupations, que nous nous battions pour que chacun mérite ce qui lui revient. Oui. Dans le cadre de l'ENAM, il y a des quotas réglementaires qui sont contestables à certains égards. Mais comme ils sont encore en vigueur, la seule chose qui reste à demander, c'est qu'on les respecte au moins. Mais dans le cas de l'actualité que vous évoquez, ça n'a pas été respecté, notamment pour la partie septentrionale. Et il y a une organisation civile, 10 millions de nordistes, qui est donc montée au créneau et qui a saisi le juge administratif en revendication de l'application du quota réglementaire qui leur est dévolu. Y a-t-il des démarches plus pertinentes, plus légales, plus respectables? C'est pour ça que dès le premier jour, moi j'étais monté au créneau pour dire, de toutes les approches contestataires des résultats de l'ENAM qu'il y avait eu, celle de 10 millions de nordistes me paraissait la plus méthodique, la plus pertinente, et certainement celle qui pouvait aboutir à un résultat probant. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes en train de bâtir un fief assez important dans le Nord que vous prenez fait et cause pour ce mouvement de 10 millions de nordistes? Mais vous êtes d'accord avec moi que le travail de bâtissement d'un fief, et je reprends vos propos, que ce soit dans la partie septentrionale, que ce soit dans la partie méridionale, je vous rappelle que le vice-président du PCRN vient de passer 2 jours en forêt en allant installer une quinzaine de comités de base à Acom 2 parce que la voiture s'est embourbée. Et ils ont passé 2 jours, 2 nuits dans la forêt en attendant d'être remorqués. Ben, en ce moment-là, nous avons attendu le concours de l'ENAM pour y aller? Non. Pour avoir les 4 conseillers municipaux que nous avons dans la commune de Menganga, est-ce que c'est à la faveur d'un débat sur le concours de l'ENAM que nous les avons obtenus? Non. Comme je disais encore tout à l'heure, je trouve toujours bizarre, peut-être parce que nous sommes nouveaux dans le champ politique avec le PCRN, qu'on nous réduise toujours à des choses aussi faciles. Je continue à demander qu'on nous concède un minimum de hauteur d'intelligence. Et que voilà, qu'on ne nous réduise pas toujours à des choses très faciles. Je dis toujours, quand une chose est racontée dans tous les bars, c'est qu'elle n'est plus pertinente. En tout cas, c'est qu'elle ne renferme plus une stratégie. Donc, croyez-moi, il y a quelque chose à faire, il faut réparer une injustice. D'ailleurs, nous avons saisi l'opportunité de cette controverse sur le concours de l'ENAM pour faire une proposition, celle de l'équilibre géographique. Oui. Pourquoi l'équilibre géographique? Notamment au prétexte du propos maladroit qu'a tenu le ministre de la fonction publique pour justifier le non-respect du quota. Il a dit que les candidats nordistes n'avaient pas pu avoir la moyenne requise, c'est-à-dire 10 sur 20. Bon, ce qui, dans les oreilles de toute personne normalement constituée, qui a été au moins en Gaoundéré, à Garoua et à Maroua, se demande quand même qu'en 2020, il n'y a pas pu avoir dans un concours de l'ENAM 18% ou 20% de personnes du Nord qui puissent avoir 10 de moyenne. Mais en le lui concédant, nous lui disons que justement, en le disant, il fait montre d'une criarde ignorance d'une autre réalité qui est la réalité de l'enclavement. Parce que, vous savez, moi, lorsque mon père a été affecté à Nyanon, mon père était enseignant, il a été affecté à Nyanon en 1992. Moi, je n'ai pas pu suivre mon père. On s'est séparés parce que j'allais en 5e et lui, il allait dans une localité créer un CES qui plus tard deviendra un lycée bilingue. Lorsqu'il y est arrivé, il n'y avait pas d'électricité. En saison pluvieuse, la voiture s'arrêtait à 15 km et portait son baluchon sur sa tête pour y aller. Heureusement, dans sa première cuvée, et ils sont allés le saluer récemment, il y en a qui sont procureurs et tout le reste. La question est, l'élève qui a eu son concours d'entrée en 6e cette année-là, qui a fait ses études là-bas, où il n'y avait pas d'électricité, il y a donc encore aujourd'hui au Cameroun des zones comme ça. Bien sûr. Moi qui fais constamment le tour du Cameroun, je vous dis qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, pas d'internet, pas d'eau, rien. Vous croyez que lorsque, dans cet environnement si hostile à l'accès au savoir, un élève réussit à avoir 9 de moyenne, vous devriez le mettre sur le même pied qu'un élève du lycée Joss qui a 11 de moyenne. Je crains que ce serait une erreur. Parce que l'environnement est parfois un facteur bloquant dans l'éclosion du potentiel effectif. C'est pour ça que nous proposons, et j'y vais rapidement, 5 zones désormais géographiques. Yaoundé, Douala, Bafoussam,
les chefs-lieux de région, sauf les 3 que j'ai cités, les chefs-lieux de département, les chefs-lieux d'arrondissement ou de commune, puis les villages et les zones d'éducation prioritaire. Ce sont donc ces 7 zones qui tiennent compte de la géographie de l'enclavement sous réserve de l'application des quotas, ainsi de suite, qui pourrait donc en réalité créer un cadre beaucoup plus équitable dans le choix de l'élite de demain. Si on ne va pas vers là, on va tomber dans le piège des patronymes qui sont de consonance ethnique et ça va créer ce que ça a créé récemment. Merci beaucoup, Président honorable Cabral Léby. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci d'être venu. Merci à vous et je vous félicite encore pour cette nouvelle aventure médiatique. C'est avec plaisir que j'ai été dans ce studio. Merci infiniment. Bon courage à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, sur notre page Facebook, également sur notre Twitter. On se donne rendez-vous bientôt avec un focus sur le prochain invité. À très vite.